lignes de tram sillonnent le territoire des Verts. Alors le 55 et le 62, c'est sur ces parcours-là que l'on emmène en balade Pierre Meuille, le bourgmestre faisant fonction de la commune. Pierre Meuille, bonjour. Alors vous êtes devenu bourgmestre faisant fonction des Verts alors que vous ne vous y attendiez pas. Comment ça se passe? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Oui, effectivement, je ne m'y attendais pas. J'étais premier échevin depuis 12 ans, donc c'est venu. Et donc, c'est une découverte intéressante quand on Donc il y a était vraiment des dedans. choses, c'est un métier différent, échevin ou bourgmestre? C'est vraiment, je ne pensais pas que ce serait aussi différent, mais c'est différent. C'est un horizon beaucoup plus large. C'est comme bourgmestre que comme échevin. Et on porte la responsabilité de faire les équilibres, ce que je devais moins faire avant. Et donc c'est plutôt positif ou alors vraiment il y a un moment où vous grattez la tête en disant tiens qu'est-ce que je peux faire là? Oh ben ça dépend des jours et des heures parfois. Il y a des moments où c'est vraiment passionnant et épanouissant. Il y a des moments où je me dis, si j'avais pu rester ce que j'étais, ça aurait été mieux. Et donc si après les élections, si d'aventure Rudy Vervoort est encore ministre-président, vous dites banco, je recontinue quoi, pas de souci. Ah oui, mais ça c'est comme ça qu'on voit les choses ensemble depuis qu'on en a commencé à en parler. Mais ça fait déjà de longues années que cette idée est évoquée potentiellement. Donc moi c'est clair, j'ai travaillé avec lui depuis 15 ans, donc je continue. Alors on va voir tout de suite la première question si vous le voulez bien. Alors elle va apparaître sur cet écran, la voici. Vous êtes bourgmestre faisant fonction, mais en réalité n'est-ce pas Rudy Vervoort qui reste le patron et continue à tirer toutes les ficelles? Alors je dirais certainement pas toutes les ficelles parce que on a relativement peu de contacts directs téléphoniques ou de présence. Donc vous n'avez pas constamment une oreillette dans vos oreilles où il vous donne les instructions quoi? On se parle par intermédiaire parfois, en direct, mais au maximum une fois par semaine pour des raisons de politique communale et ça dure peu de temps. Et quand on dit il reste le patron, est-ce que vous avez aussi cette idée-là, vous ou pas? Il reste le patron pour les grandes choses. Voilà, les grandes idées ou la direction, je ne vais pas lui poser tous les jours, on fait ça, ça c'est pas ce qu'on a convenu, il ne me téléphone pas pour ça, mais quand il y a des sujets très importants... Il reste le patron pourquoi, par exemple? Les grands projets quand même, on en discute, les projets de modification du territoire ou l'importance à consacrer budgétairement par rapport aux écoles, par rapport à d'autres projets dont on a envie, mais bon, quelles sont les priorités, ça on en discute quand même. Et effectivement aujourd'hui, les écoles sont un problème dans tout Bruxelles, tant dans le secondaire que dans le primaire et même le maternel aujourd'hui, donc c'est important. Or, ça coûte des sous et il faut trouver les moyens de défendre au mieux les finances éveroises par rapport à la demande du citoyen. Alors, toujours une question par rapport à votre fonction de bourgmestre. Là, à l'heure où certains pensent à prendre leur retraite, vous voilà propulsé sur le devant de la scène éveroise. On dirait pourtant que vous continuez à préférer les coulisses. Pourquoi tant de discrétion? Alors c'est vrai que vous êtes un homme discret, hein? Oui. Et pourquoi en fait? Bon, ça doit être dans la nature. Dans ma nature, je n'ai pas envie des lumières en permanence. Je préfère l'aide concrète aux citoyens, résoudre le problème pour que ça marche bien. Et donc ici, c'est presque à votre corps défendant alors que vous êtes sur le devant de la scène. Oui, c'est un peu avec mon corps défendant que je suis sur le devant de la scène, mais c'est aussi intéressant parce que comme c'est un moyen de communication avec le citoyen, je pense qu'effectivement, là, c'est aussi mon rôle de communiquer, de parler, même si je ne suis pas un grand communicateur. Et là, vous sentez que de la part du citoyen, il y a des demandes plus particulières, plus importantes, maintenant que vous êtes devenu bourgmestre faisant fonction? Oui, je pense. Là, c'est ça, mais c'est un étonnement parce que, par exemple, pour mes permanences et les rendez-vous, je sens qu'on me demande de tout et qu'on attend beaucoup plus. Alors que je n'ai pas beaucoup plus de pouvoir, j'ai plus de contacts, j'ai le moyen de parler avec mes collègues, certainement.
mais je n'ai pas en soi plus de pouvoir, sauf sur certains points précis. Mais en général, on attend nettement plus du bourgmestre qu'on en attend d'un échevin. Et là, vous n'avez pas de réponse à ce moment-là? Ben, sur des sujets comme le logement, par exemple, ou les places dans les écoles, on ne peut pas mettre plus d'enfants dans les écoles. Il n'y a pas plus de logements que ceux qui existent. Alors, on peut faire une pression un petit peu sur les services pour qu'ils avancent dans des projets logements. On peut négocier avec les sociétés de logement qu'on ne laisse pas des logements vides, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je me dis, ça c'est bien, c'est rendre du service concret par rapport à la demande. On résout quelques petits problèmes aussi, parce que ça, on peut les faire. Alors, une question de l'opposition. Alors, c'est un dossier qui a été porté par Écolo, mais c'est la taxe sur les maisons de repos. Mais l'EMR, le projet de taxe donc, sur les maisons de repos, mais l'EMR a souhaité aussi vous interpeller là-dessus. J'ai appris par la presse que vous alliez taxer les maisons de repos à Evere de 1 600 € par chambre. Ma question, sur quels critères allez-vous les taxer? Grandeur, nombre de chambres, maisons de repos et soins. Allez-vous taxer aussi le CPS à Evere? Ce qui me paraît tout à fait paradoxal par rapport au coût que coûte le CPAS. Avez-vous pensé à la proximité, à l'emploi, aux entreprises? J'ai l'impression que depuis que le MR n'est plus au pouvoir, on ne se tracasse plus trop de l'entreprise et de l'emploi. Ben voilà, alors est-ce que cette taxe, vous persistez, vous signez, vous allez l'appliquer? Alors deux choses, je vais rappeler quand même que quand on l'a votée, c'était à la fin de la législature précédente et qu'elle était votée à l'unanimité au conseil communal. Peut-être que certains ont été inattentifs, mais enfin c'est comme ça. Mais j'ai dit aussi à ce moment-là clairement que nous verrions la mise en œuvre, une fois que nous avions le règlement qui nous permettait d'interroger les maisons de repos sur leur... Oui, mais la mise en œuvre, comment vous allez faire? Pour quelle maison de repos? Donc on a déjà demandé aux maisons de repos quels étaient le nombre de chambres, etc., quelle était la superficie, tout ça. Tous ces éléments nous avons. On a dit qu'on analyserait, on l'a fait. Et aujourd'hui au collège, on a pris la décision de proposer au conseil communal de supprimer la taxe pour les maisons de repos et de soins reconnues par une commission communautaire de la région bruxelloise. Mais vous pensez qu'il faut continuer, dans ce projet-là, parce que certaines maisons de repos disent déjà, nous, on va attaquer le texte et donc on n'a pas l'intention de payer. On propose de réinstaurer l'exonération pour les maisons de repos et de soins qui sont reconnues par les commissions mais les communautaires. autres maisons de repos, vous ne pensez pas qu'elles vont, certaines l'ont déjà annoncé, qu'elles allaient vous attaquer en justice et que par rapport à cela, le cadre légal n'était pas assez précis que pour taxer? Je ne pense pas qu'il n'était pas assez précis pour taxer, donc je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas quelle maison de repos, sauf effectivement des appartements qui seraient conçus pour des personnes âgées, mais qui n'offriraient aucun service. Et donc vous avez une idée aujourd'hui de combien ça va rapporter? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cette taxe? Mais donc cette taxe, le collège a décidé aujourd'hui de proposer au conseil communal de supprimer cette taxe pour les maisons de repos et de soins. On sait que... une fois que les projets de maisons de repos et de soins qui sont actuellement déposés à la commune ou qui sont annoncés à la commune sont mis en œuvre, la taxe telle qu'elle était prévue aurait rapporté 1 200 000 € à peu près. Voilà, mais demain, elle ne va plus en rapporter. Et donc là, vous avez l'impression que ça reste une bonne taxe et un bon texte? Non, maintenant qu'on a fait l'analyse, je peux dire, on a fait l'analyse, on voit qu'on ne peut pas faire de différence entre une maison de repos et de soins qui accueille un public fragilisé et une maison de repos et de soins qui héberge un public qui aurait les moyens de payer cette taxe. Parce que quand on est entre 2 500 € et 3 000 € par mois, si c'est 100 € qui s'y ajoutent, on n'est pas encore dans la possibilité de continuer. Donc c'est vraiment... Mais on ne peut pas faire... Il n'y a pas de moyen juridique pour faire la distinction entre le home classique et les maisons de repos plus confortables qu'on construit aujourd'hui. Et donc la taxe est un peu mornée aujourd'hui. La taxe, on l'avait annoncé, c'est effectivement qu'on analyserait et on voit qu'on ne sait pas on ne peut pas la mettre en œuvre, on ne la mettra pas en œuvre. Et donc perte sèche pour la commune, quoi. Donc c'est une perte qu'on va devoir compenser par un équilibrage fiscal
générale. Très bien, alors on va passer à l'autre question. Si vous le voulez bien, on la découvre tout de suite. Selon vous, Evere est un village dans la ville. Vous en connaissez beaucoup, vous, des villages traversés par des autoroutes urbaines. Alors c'est vrai que sur ce plan-là, difficile de trouver une unité entre les différentes parties d'Evere parce qu'il y a le boulevard Léopold III, il y a la chaussée de Louvain, il y a la chaussée d'Actes aussi dans un certain moment. Difficile à gérer toutes ces voiries. Oui, donc toutes ces voiries ont été mises. Enfin, la chaussée d'Actes, elle existe depuis longtemps. La chaussée de Louvain aussi. Je pense que la plus grosse coupure urbaine, c'est le boulevard Léopold III. Et on vient de le voir. On vient d'y passer. Il était réaménagé et j'ai le sentiment que le réaménagement le rend en tout cas plus convivial, plus traversable, parce qu'il y a évidemment la ligne de chemin de fer après, mais comme là il y a des ponts et des passerelles qui ont été construites, donc les villages se rejoignent dans Evere maintenant beaucoup plus facilement. Le 45 roule tous les jours. Donc le bus là. Le bus, oui. Donc ça permet de rejoindre les trois quartiers. Parce que, est-ce que c'est 3-4 quartiers, on peut toujours discuter de ça, mais vraiment, ici, nous arrivons en place de la Paix, c'est vraiment un quartier de type village, même si, évidemment, il a un côté urbain. Alors, vous aviez demandé, c'était dans votre programme électoral, que le tram 62 roule jusqu'à la gare du Nord. Est-ce que sur ce plan-là, vous avez eu des avancées ou pas encore aujourd'hui ? Non, on n'a pas eu d'avancée aujourd'hui. La difficulté qu'on a discuté avec le nouveau directeur de la STIP est qu'il n'y a actuellement pas de quai suffisant pour accueillir le tram à la gare du Nord. Et donc, nous insistons en tout cas, parce que la liaison telle qu'elle existe aujourd'hui... Donc vous insistez, mais vous n'avez aucune promesse, quoi. On n'a pas eu de promesse là. On nous a dit ok, on sait que c'est une demande, qu'on va l'analyser. Pour le moment, on est trop court. On voudrait en tout cas que cette ligne soit plus importante. Alors, on continue à propos de mobilité. Il est question du décathlon. Donc, Evere s'apprête à accueillir le plus grand décathlon de Belgique. Une catastrophe annoncée pour la mobilité dans le quartier. Vous en rendez-vous compte? Alors, on vient de passer près de l'endroit où allait s'installer le décathlon, près de Bordet. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir un énorme parking. Est-ce que ça ne va pas créer d'énormes problèmes? Alors bon, on a pas mal travaillé sur la mobilité que ça entraîne, les problèmes de mobilité que ça entraînerait. Tel que c'est conçu aujourd'hui, l'accès au parking se fera par le boulevard Léopold III, sauf pour les camions. Mais je veux dire, ça c'est de déchargement, mais ils ne viennent pas aux mêmes heures que les clients. Et ce sera principalement le vendredi après-midi, le samedi, où ça peut poser problème. Et donc tout viendrait par le Léopold III et pas du tout par l'avenue Bordet, ni par la chaussée d'Actes. Donc ça ne vous inquiète pas en fait, c'est un parking quand même de plusieurs centaines de places. Oui, oui, mais donc bon, le parking va prendre de la place, je pense que ça s'écoulera. La difficulté se posera probablement à certains moments plus chargés, la période des soldes, la période de Noël, Nouvel An pour les cadeaux. Là, il est possible qu'effectivement ça déborde dans le quartier. On a demandé une charge d'urbanisme par rapport à ça, qui est d'améliorer l'éclairage dans le cadre de notre plan lumière. Et vous pensez que ça suffira? Non, je ne pense pas que ça suffira pour résoudre. Donc, quand il y a une forte demande, il va y avoir un problème. C'est-à-dire le vendredi et samedi avant Noël, avant Nouvel An et pendant les soldes, on va en tout cas connaître quelques difficultés là. Bon, maintenant, c'est aussi une source d'emploi. Et comme on en a discuté avec Decathlon, on rappelle toujours que quand il fait mauvais, on arrive plus facilement quand on habite près que quand on habite loin. Et donc, on pense quand même que ça bénéficiera aussi à l'emploi éverois. Et puis, quand j'ai un contact avec les citoyens, mais peut-être pas ceux qui habitent juste autour, ils sont tout heureux d'avoir ce type de magasin près de chez eux. Très bien, on passe à l'autre question. Elle vous est posée par l'opposition écolo cette fois-ci. Ma question porte sur l'avenir de l'atelier vélo d'Evere. Cet atelier tenu par des bénévoles permet à tout un chacun de venir faire réparer son vélo et surtout d'apprendre à le réparer lui-même pour une somme modique et avec l'aide de bénévoles. C'est une activité très intéressante pour notre commune dans une démarche de développement durable puisqu'elle met en autonomie, ça favorise le vélo et c'est aussi une activité qui rassemble des gens de tous horizons, de toutes les couches de la population. Cet atelier a dû déjà déménager l'an passé de la rue du Tilleul suite à la démolition du bâtiment qu'il occupait et s'est installé Square Rue de Makers. Il doit maintenant quitter ce local
Avez-vous une solution pour reloger cet atelier vélo? Et pouvez-vous aussi retarder la mise en vente du bâtiment qu'il occupe actuellement pour permettre aux bénévoles de s'organiser, de réinstaller leur atelier dans un nouvel endroit sans stress et en bonne collaboration avec vous? Vous avez une solution pour cet atelier? Alors aujourd'hui, où nous parlons, je n'ai pas encore une solution définitive. Il y a deux pistes. Une certaine, mais qui n'est pas la meilleure, mais on a un local possible, donc ça ne pose pas de difficulté. Mais on préférera un autre local que nous avons demandé Et donc, à une selon vous, il n'y aura pas association, d'interruption parce qu'il n'y aura pas d'interruption, et je pense qu'effectivement, je veux quand même dire que c'est un projet qu'on appuie vraiment. Mais bon, les locaux se font rares, et les finances n'étant plus illimitées, on doit trouver des solutions concrètes là où il y a des locaux qui sont peut-être moins utilisés. Et je pense que dans le cadre associatif, on trouvera de toute façon une solution. Très bien, alors c'est noté. Alors une autre question, elle a trait à l'école cette fois-ci. Alors vous envisagez de créer une école secondaire sur le territoire de la commune, ou quand, qui va payer? Très clair comme question. Où vous avez un lieu aujourd'hui privilégié? On a fait faire une étude, donc qui a communiqué 3 lieux. Bon, je pense que les 3 ont chacun un gros inconvénient. Donc c'est pas encore déterminé et donc, aujourd'hui. Malheureusement, donc ça n'a pas déterminé. On peut penser que ce serait une bonne solution de voir ça dans le cadre de la réutilisation de l'espace Josaphat, gare de formation, pas tout à fait, pas la gare de formation, mais je dirais gare Josaphat, inutilisée. Et donc, dans ce cadre-là, on pourra trouver, je pense, avec Scarbeck, puisque c'est un projet intercommunal avec Scarbeck, on pourra trouver une solution. Alors, parce que là, il y a urgence, en fait, parce que les places dans les écoles scolaires, dans les écoles secondaires, elles manquent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite pour décider? Si, il faudrait aller plus vite pour décider. Il faudrait connaître les moyens de financement, parce que, comme vous l'avez, l'actualité récente, en tout cas, ce début décembre, nous l'a appris. La communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles cherche des solutions financières pour que ça ne puisse pas être trop à charge des communes. Et pour l'enseignement primaire qui aujourd'hui déborde ainsi que le maternel, là on a des projets déjà qui sont en route. Le secondaire, et pour l'école secondaire, ce sera pendant cette législature? Ce sera encore pendant cette législature, si notre partenaire scarbécois peut le faire aussi. Très bien. Dernière question, elle vous est posée cette fois-ci par l'opposition CDH. Je voudrais vous parler des propriétés et des incivilités. Des dépôts clandestins sont souvent constatés sur les territoires communaux. Lorsqu'un dépôt est constaté, combien de temps faut-il attendre avant que les services communaux n'interviennent? Combien de fois par semaine, par mois, les rues sont-elles nettoyées dans notre commune? Il y a incontestablement des rues et des quartiers qui sont oubliés. Pourquoi cela? Voilà des questions très précises. Combien de temps faut-il pour qu'on ramasse un dépôt clandestin à Evere? Alors, un dépôt clandestin à Evere, quand il est signalé, parce qu'il faut d'abord qu'on le découvre, il est, en principe, dans les 24 heures, il est évacué. Alors, donc, combien même de le fois, week-end. Combien de fois les rues sont nettoyées par semaine? Alors, elles sont nettoyées 2 fois par semaine. Sur le planning théorique, si un ouvrier est malade, elles seront nettoyées éventuellement qu'une fois, parce que c'est l'autre qui va devoir faire les deux un passage de chaque côté. Alors, donc, rue oubliée, dit Sylvie Mbombo. Alors ça, il faudrait nous les signaler, des rues oubliées, parce que moi, je vois les plannings, je vois le travail qui se fait dans ma rue comme dans d'autres rues. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des rues oubliées. Il faut savoir quand même, par exemple, que dans le quartier Germinal, il y a, avec l'aide de la prévention, une action propreté qui s'est faite, et que donc il y a des citoyens qui nettoient eux-mêmes par terre, même si la commune passe, parce qu'il suffit qu'ils passent, et ils se retournent, et il y a déjà une canette. Donc même quand la population participe, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, parce que demain ce sera l'avenir de la ville, c'est de faire participer la population à l'information de la commune, mais aussi à faire des choses
à faire une remarque à son voisin que s'il dépose son sac, c'est peut-être pas au mauvais jour, c'est un risque. Donc je crois que cette participation citoyenne va être un remède à la propreté, ce qui n'empêche pas qu'il faudra des équipements, etc. tout le temps, mais il n'est pas possible de continuer à faire plus de dépenses pour la propreté si on ne développe pas parallèlement cette information citoyenne. Typiquement, on a un numéro vert, donc gratuit, que tous les citoyens peuvent appeler. Et j'ai encore été accroché par des citoyens il y a quelques temps qui étaient à une terrasse de café et qui m'interpellaient en disant il y a un problème, dans ma rue il y a un dépôt. Et j'ai dit mais en face de vous, vous voyez une annonce, depuis 2 ans elle est là, qui donne le numéro vert de propreté. Pourquoi vous ne l'employez-vous pas? Ah, on ne savait pas. Voilà. Très bien, ben voilà, c'est ainsi que se termine notre balade en tram. Merci en tout cas Pierre Meuille de l'avoir fait avec nous. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel itinéraire dans une nouvelle commune. À bientôt.